Les gens adorent donner des conseils. On visualise tous cette Instagrammeuse qui te dit comment passer plus de temps de qualité avec ses enfants alors qu'elle passe ses journées sur son téléphone. Nicolas Sarkozy qui déclare pendant sa campagne « Travailler plus pour gagner plus ». Le prof de sport qui t'apprend que faire des abdos fait maigrir. Ou encore l'oncle Robert qui t'affirme que la meilleure façon de devenir millionnaire est de jouer tous les jours au loto. Et puis, il y a certains conseils qu'on entend partout. Le travail paye toujours. Suis ta passion et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Écoute ton instinct, etc. Comme le dirait Jean-Jacques Goldman. Ça sonne bien, ça fait sens, ça semble plutôt logique. Et puis, si tout le monde dit, c'est que ça doit marcher. Alors, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tous ces conseils ne fonctionnent pas pour moi? Que je ne me reconnais pas là-dedans? Peut-être parce que, même s'ils sont bien intentionnés, ces conseils ne sont souvent pas sollicités et encore moins adaptés à une situation particulière. 93% des Français pensent à la reconversion ou ont déjà opéré une reconversion. Alors je me dis que je ne suis sans doute pas la seule dans ce cas. Je te propose donc de passer en revue les 5 pires conseils de reconversion qu'on entend tout le temps et que je suis bien contente de ne pas avoir suivi et je pense que tu ne devrais pas non plus. La dernière est une pépite, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Et si à toi aussi on t'a donné des conseils de carrière ou de reconversion vaseux qui ont même pu s'avérer néfastes, partage-les surtout en commentaire sous la vidéo. Notre société valorise la réussite et la performance. C'est ce qui crée une pression énorme à éviter l'échec à tout prix. L'échec est souvent perçu de manière négative. Mais cette culture peut nous conduire à avoir une peur de l'échec et à mettre en place des comportements perfectionnistes. Malgré tout, l'échec est une réalité inévitable dans une carrière et dans la vie de manière générale. Tout le monde y est confronté à un moment donné. Il est donc essentiel de changer notre perspective pour en tirer un maximum de bénéfices. L'échec ne doit pas être vu comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape vers le succès et une piste d'amélioration. En faisant face à l'échec, on développe la résilience, la persévérance et aussi la capacité à rebondir. On apprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en ajustant notre approche et en renforçant nos compétences. Autorisez-vous à rêver et voyez chaque expérience comme une opportunité. Sachez ensuite comment la faire fructifier. Vous n'allez peut-être pas trouver directement ce que vous cherchiez, mais ce que vous trouverez vous aidera pour ce que vous cherchez. L'échec stimule souvent la créativité et l'innovation. Lorsqu'on rencontre par exemple des obstacles et des revers, on est poussé à réfléchir différemment, à trouver des nouvelles approches et à explorer des voies inexplorées. Les plus grandes découvertes et les plus grandes avancées sont d'ailleurs souvent les résultats d'expériences infructueuses ou d'erreurs qui ont été transformées en opportunités d'apprentissage. Sais-tu par exemple comment les antibiotiques ont été découverts? Tu t'en doutes sûrement maintenant que j'ai dit ça, la pénicilline est bel et bien le fruit du hasard ou plutôt d'une négligence de la part d'un chercheur. In one of the glass dishes where he cultured germs for his experiments, Fleming noticed one day in 1928 that some mold, such as appears on decaying food, had begun to grow. A spoiled experiment. But with mind alerted by the earlier work on protective substances, he looked closer. He saw that near to the mold, no germs were growing. Might it be that this mold, like the human body, produced a substance capable of destroying germs? He made tests. En 1928, Alexander Fleming partit en vacances en laissant négligement des bactéries dans un plat en verre et après une longue période d'absence, il a constaté qu'un champignon les avait contaminés, ayant eu pour effet de limiter la prolifération. Il venait de découvrir le Penicillium notatum. Il existe de nombreux exemples de personnes célèbres qui ont connu l'échec avant de connaître le succès.
Des entrepreneurs aux inventeurs en passant par les artistes, ils ont tous embrassé l'échec comme une occasion de s'améliorer. Les échecs leur ont permis de raffiner leurs idées, de développer de nouvelles compétences et de persévérer jusqu'à atteindre leur objectif. Il n'y a pas à condamner l'échec. Moi, je me souviens quand j'ai commencé l'escrime au sabre au Japon, j'avais un professeur qui nous envoyait tous les ans ses vœux sur un tenugi et il nous disait « Je vous souhaite une bonne année avec beaucoup d'échecs ». Je trouvais ça formidable parce qu'il disait « Si vous êtes capable de faire l'analyse de vos échecs, vous allez être très très bon. Mais si vous n'êtes pas capable de vous entraîner, de provoquer l'échec, d'aller à l'échec, d'aller chercher l'échec, vous ne progressez pas. » Comme le dirait une célèbre marque de jeux d'argent, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ou même le poisson doré dans Nemo. Si tu laisses jamais rien lui arriver à ce gamin, il va rien lui arriver jamais alors. L'échec ne serait-il pas tout simplement un ingrédient du succès? Finalement, c'est en jouant avec la chance et en traversant des échecs qu'il arrive des grandes choses. Le mot échec ne doit donc pas être tabou, mais gage d'essais et d'étapes sur le chemin de la réussite. Malheureusement, dans ce long voyage qu'est une carrière, en passant par une reconversion ou pas, c'est pas simple de voir le verre toujours à moitié plein. Quand une situation professionnelle ne te convient pas, ne te convient plus et que tu aimerais faire autre chose, que tu sens qu'il y a plus épanouissant derrière, eh bien tu vois toutes ces personnes qui ont la bonne idée, qui se lancent et qui réussissent tout de suite. Et ça te met une pression de dingue. Parce que toi, cette bonne idée, tu ne l'as pas encore. Et encore pire, tu ne sais même pas par où commencer, par quoi commencer. Alors, j'ai un secret à te dire, c'est absolument normal. Déjà, on ne voit jamais tous les échecs des personnes qui ont traversé avant de réussir, le parcours souvent chaotique et qu'ils ont eu avant d'en arriver là où elles sont. La bonne idée ne tombe pas du ciel et le déclic magique n'existe pas. Je sais, c'est un peu la douche froide, c'est à toi de passer à l'action, d'explorer les pistes et de provoquer ta chance pour y parvenir. Le bilan de compétences, c'est un outil qui peut t'aider à mettre tout ça à plat, mais c'est un autre sujet. Ok, tu es prêt à ne pas attendre d'avoir la bonne idée, mais niveau financier, il faut bien attendre d'avoir suffisamment de budget pour pouvoir payer un bilan de compétences, un coaching, une formation, voire même de compenser une éventuelle perte de salaire. Connais-tu l'expression « c'est l'arbre qui cache la forêt ». On dit souvent cette phrase quand un seul élément nous empêche de voir tout ce qu'il y a autour de nous. Ce problème prend toute la place. Il efface complètement toutes les possibilités et cache toutes les opportunités. Et cet arbre, c'est souvent l'argent. Le salaire qui découle de cette activité professionnelle qui ne te convient plus est aussi synonyme, mine de rien, de sécurité, de confort et même d'absence de risque. Alors j'ai envie de te poser une autre question. Cet arbre qui cache la forêt, cet obstacle sur ta route, doit-il décider pour toi ? Aujourd'hui, il y a plein d'organismes et de moyens de financer un bilan de compétences ou un projet professionnel qui existe. On peut passer par Pôle emploi, par les OPCO, par le CPF, l'auto-formation, la rupture conventionnelle, les formations en alternance et j'en passe. Personne ne te demande de tout lâcher d'un coup et de repartir à zéro. Les choses peuvent se mettre en place petit à petit selon un plan d'action déterminé. Il ne faut pas visualiser le haut de la montagne, mais chaque marche pour y grimper. L'argent fait partie des problématiques, mais ne doit pas être le frein pour ton avenir professionnel. Finalement, est-ce que le moment parfait pour se lancer et entamer une transition quand quelque chose ne va plus, ce ne serait pas maintenant? Alors ok, je me lance, mais je commence par quoi? Il va falloir tout chambouler. Cette phrase aussi, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Dans l'inconscient collectif, la reconversion professionnelle implique de tout quitter pour repartir à zéro dans un tout autre domaine. Avec le résultat de vos tests, le logiciel devrait vous trouver une profession adaptée à votre potentiel. C'est comme si c'était Noël et que j'attendais mon cadeau. Alors, c'est quoi? On en fait tout un flanc, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de capitaliser sur nos expériences, nos compétences existantes pour se réinventer professionnellement? Finalement, se reconvertir, ça peut être de changer de métier ou de statut professionnel. Évoluer, passer en libéral ou en salarié par exemple,
Et ça, c'est pas plutôt rassurant de se dire ça? On n'est pas obligé de partir élever des chèvres au fin fond de l'Ardèche pour pouvoir parler de reconversion. D'ailleurs, en France, les changements de métier ne concernent que 53% des reconversions. Et sur ce graphique, on peut voir que 93% des Français pensent à la reconversion ou en ont déjà opéré une. Se reconvertir sans pour autant changer de métier, c'est finalement plutôt banal et c'est une bonne nouvelle. Nous avons tous acquis de nombreuses compétences au fil des années qui peuvent être transférées et valorisées dans de nouveaux domaines. Par exemple, au hasard, une infirmière douée d'empathie et passionnée par l'univers du soin peut très bien switcher pour passer en libéral, en HAD ou autre, ou rester dans le domaine du soin en devenant masseuse, naturopathe, doula, mais aussi changer complètement d'univers en travaillant dans l'événementiel ou que sais-je encore. Tu trouveras de nombreux témoignages de reconversion sur la chaîne YouTube Charlotte K. D'ailleurs, une évolution dans le même domaine, avec une adaptation des compétences existantes, peut être une solution plus réaliste et réalisable et beaucoup moins décourageante. La reconversion peut être un voyage fluide, enrichissant et stimulant. Il était temps de déconstruire ce mythe qui suggère le contraire. En parlant de mythe, en voilà un autre qui a la peau dure. Tu ne peux pas te reconvertir après 50 ans. Même si tu n'es pas encore concerné, tu l'as forcément déjà entendu. Comme s'il existait une date de péremption de son avenir professionnel. Alors, à ton avis, est-ce qu'il existe un âge pour changer de voie, avoir des projets, créer, inventer, s'épanouir? Tu t'en doutes, pour moi, la réponse est non, à partir du moment où il y a de la motivation. Certes, chaque âge a ses spécificités. Les hésitations du premier poste, puis les découvertes, les apprentissages, vient ensuite le développement du leadership. Tu as compris l'idée. Mais chaque âge a aussi des talents, des forces, des atouts. Avec le temps, on prend conscience de ce en quoi nous sommes doués, ce qui nous convient ou non. On prend conscience de nos besoins et de nos attentes. On a aussi quelques économies de côté et moins de charges quand les enfants quittent la maison. On a aussi plus de temps éventuellement à consacrer à une nouvelle activité. Tout ce bagage est une richesse pour soi et pour les autres qu'il est essentiel de valoriser dans son projet ou auprès d'un employeur. À 50 ans, il y a aussi ce petit côté maintenant ou jamais. Soit je prends mal en patience et j'attends la retraite pour enfin souffler, soit je me mets en action maintenant pour ne rien regretter. Autant à 30 ans, on peut se dire qu'on reprendra les études quand les enfants seront plus grands, autant à 50 ans, c'est un peu comme la dernière chance. Il ne faut pas hésiter longtemps à ce moment-là. N'écoute donc pas ceux qui projettent leur peur sur toi, car il y en aura toujours. Avant 30 ans, on te dira que c'est trop tôt, que tu dois encore muscler ton CV, etc. À 40 ans, que tu ne peux pas mettre en péril l'équilibre de ta famille. Et après 50 ans, qu'il est trop tard. D'où l'importance de vraiment se libérer de toutes ces injonctions. Surtout quand, dans l'esprit de nos proches, on fait notre métier par vocation, par passion, les incompréhensions de réticence peuvent être encore plus élevées. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu prendre soin des autres. Mais je m'étais jamais dit que ce serait peut-être à mon détriment. Dans notre société, nous sommes souvent encouragés à croire que notre travail devrait être notre passion et que changer de voie est une forme d'échec. Ce qu'on oublie, c'est que cette idée simpliste ne tient pas compte de la réalité qui est beaucoup plus complexe, qui mélange nos inspirations, nos intérêts qui changent et les évolutions également du marché du travail. Même quand on se lance dans une carrière par passion, par vocation, les réalités du marché du travail et la vie peuvent nous rattraper. Fonder une famille, la réalité du terrain, l'entente avec ses collègues, une rémunération insuffisante, des problèmes de santé également, un service qui est instable. Dans une carrière, les surprises sont nombreuses et elles sont tout autant de raisons qui ne nous permettent plus de conserver cet équilibre entre passion et considération pratique. De plus, nos intérêts et nos passions ne sont pas non plus figés. Ce qui nous passionnait il y a quelques années peut ne plus nous enthousiasmer autant aujourd'hui après tout. Nos goûts et nos priorités changent à mesure que nous évoluons en tant qu'individus. Il est donc
tout à fait naturel que nos aspirations professionnelles puissent également évoluer. Les exigences et les attentes du travail peuvent parfois étouffer notre passion et la transformer en une tâche quotidienne fastidieuse. Il peut alors être préférable de préserver notre passion en dehors du travail et d'explorer d'autres opportunités professionnelles plus épanouissantes. Le travail n'est qu'une facette de notre vie et l'épanouissement personnel ne se résume pas uniquement à notre carrière. Trouver un équilibre entre le travail, la famille, les loisirs et d'autres aspects de la vie est essentiel pour notre bien-être global. Si notre travail actuel ne nous apporte plus d'épanouissement, il est légitime d'explorer d'autres options pour trouver une voie professionnelle qui nous convienne davantage. Finalement, nous sommes souvent influencés par les attentes de la société concernant notre carrière, que ce soit en termes d'image ou de revenus. Les 5 conseils populaires mais vaseux que j'ai décortiqués dans cette vidéo ont eu un impact sur mon parcours. Évidemment, ils ont tous leurs nuances. Il est important de prendre du recul, d'écouter nos aspirations, de prendre des risques calculés et de trouver aussi un équilibre entre passion, épanouissement professionnel et stabilité financière. En fin de compte, notre carrière est un voyage personnel et il est essentiel de prendre des décisions qui nous correspondent vraiment. Pour ma part, j'ai choisi un métier qui me passionnait, mais j'ai fini par me sentir prise au piège dans un travail qui ne me correspondait plus. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir écouté mes aspirations et d'avoir suivi ma propre voie. Et toi, dis-moi sur ces 5 conseils déjà, combien tu en as déjà entendu? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'y ai consacré beaucoup d'énergie, alors j'espère vraiment qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un like et de me donner dans les commentaires juste en dessous ton avis et de partager ton expérience, partager les conseils aussi vaseux que tu as pu entendre et me dire si tu les as suivis ou pas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et si tu veux aller plus loin dans les possibilités d'évolution après infirmière, passe faire un tour sur mon site charlotteka.fr. Tu vas y trouver plein de conseils qui vont t'aider sur ton chemin d'évolution et de reconversion. Le lien est juste en dessous dans la description. Je te dis belle journée et à très vite.